Apprendre vite et bien. De l'auteur Barbara Oakley et Olaf Schewé. Lu par Livre Académie. Introduction. Avez-vous l'impression de passer trop de temps à apprendre pour n'en tirer que des résultats décevants? Avez-vous du mal à vous souvenir de ce que vous lisez? Repoussez-vous vos révisions à plus tard car cela vous ennuie? Êtes-vous facilement distrait? Si vous répondez oui à une de ces questions, ce livre est fait pour vous. Vous vous dites peut-être « je suis nul avec les nombres » ou « je suis incapable d'apprendre des langues » ou encore « je ne peux pas m'exprimer devant un public ». En réalité, vous n'avez simplement pas encore appris à le faire. Si vous concentrez plutôt vos efforts sur des techniques et méthodes d'apprentissage, vous verrez que ce petit livre vous fournira des outils merveilleux. Vous y trouverez de nouvelles solutions, découlant souvent de découvertes neuroscientifiques récentes, qui vous permettront de déplacer des montagnes mentales et d'atteindre des objectifs que vous pensiez inaccessibles. Après plusieurs décennies consacrées à écrire, enseigner et faire des recherches sur l'apprentissage, Olaf et Barbara ont noué des liens étroits avec des experts de diverses disciplines. Ce petit livre synthétise les meilleurs outils pratiques et connaissances tirées de la recherche en neurosciences, en psychologie cognitive, en éducation et dans bien d'autres domaines. L'ensemble a été perfectionné grâce au feedback de centaines d'apprenants professionnels, dont bon nombre ont dû assimiler des concepts et compétences difficiles. Les apprenants pros ajoutent progressivement des outils et techniques à leur arsenal mental et découvrent comment aborder l'apprentissage de manière plus critique. Cela leur permet de tirer le meilleur parti possible de leur capacité cérébrale, que celle-ci semble naturellement disposée à l'apprentissage ou non. Ce livre vous aidera à rejoindre le club des apprenants professionnels. Bienvenue. Chapitre numéro 1. Comment se concentrer et arrêter de procrastiner. Vous lisez ce livre parce que, quel que soit ce que vous essayez d'apprendre, vous voulez vous assurer que chaque minute passée à étudier compte. Alors commençons par vous donner l'un des outils mentaux les plus simples et les plus efficaces dans le monde de l'étude, la technique Pomodoro 1. Cette méthode intelligente vous aidera à renforcer votre concentration. Des études le prouvent. Si vous connaissez déjà la technique Pomodoro, vous allez découvrir des variantes modernes qui peuvent rendre cette pratique encore plus efficace. Et les chapitres suivants renferment bien d'autres choses qui seront nouvelles pour vous. La technique Pomodoro. Servez-vous de cette approche pour structurer vos séances d'études. 1. Installez-vous là où vous allez étudier ou travailler et retirez toutes les sources de distraction possibles. Cela signifie que vous devez fermer les fenêtres pop-up ou les onglets superflus ouverts sur votre ordinateur, mettre votre téléphone portable en mode silencieux et vous assurer que rien d'autre ne viendra vous déconcentrer. 2. Réglez un minuteur sur 25 minutes. Vous pouvez utiliser un minuteur mécanique ou numérique silencieux. Vous pouvez aussi vous servir du minuteur de votre portable ou d'une application. Si vous utilisez votre téléphone portable, placez-le hors de votre vue et non à portée de main pour ne pas vous laisser distraire pendant que vous vous concentrez. 3. Lancez-vous et étudiez ou travaillez aussi intensément que possible pendant ces 25 minutes. Si votre esprit s'égare, ce qui est inévitable, ramenez simplement votre attention sur la tâche en cours. Presque tout peut attendre 25 minutes. Si vous vous mettez à penser à des choses sur lesquelles vous avez l'impression de devoir agir, notez-les sur une liste de choses à faire pour pouvoir vous en charger à la fin de la session Pomodoro. 4. Récompensez-vous pendant environ 5 minutes à la fin de la session Pomodoro. Écoutez votre chanson préférée, fermez les yeux et détendez-vous. Allez faire un tour, préparez-vous un thé, câlinez votre chien ou votre chat. Faites ce que bon vous semble pour vous aérer l'esprit. Il est préférable d'éviter de regarder votre téléphone portable ou vos emails pendant cette pause. Plus d'informations à ce sujet un peu plus loin dans ce livre. 5. Répétez autant de fois que nécessaire. Si vous voulez étudier pendant 2 heures, vous pouvez réaliser 4 sessions Pomodoro avec une pause de 5 minutes environ après chaque session. Si vous avez du mal à reprendre votre travail après la pause, réglez un minuteur pour la pause également. Cela semble facile, n'est-ce pas? Et oui, c'est facile. Il est possible que votre esprit vagabonde un peu pendant une session Pomodoro, mais, en réalité, presque tout le monde est capable de rester concentré pendant 25 minutes. La technique Pomodoro en 4 étapes faciles. Pourquoi la technique Pomodoro fonctionne? Vous vous demandez peut-être comment une méthode si simple peut être aussi efficace. La raison est la suivante. La technique Pomodoro s'appuie sur d'importants aspects de la manière dont votre cerveau apprend.
Les périodes intenses et brèves de concentration profonde entraînent votre cerveau à se concentrer sans interruption, ce qui est plus que nécessaire dans notre monde envahi par les perturbations numériques. Et les courtes pauses mentales sont idéales pour vous permettre de transférer ce que vous venez d'apprendre dans la mémoire à long terme, et ainsi de libérer votre esprit pour de nouveaux apprentissages. Puisque vous ne ressentez pas ce processus, vous pourriez être tenté de sauter cette étape. Pourtant ne faites surtout pas l'impasse sur les pauses. Et l'anticipation de la récompense vous motive pendant toute la session Pomodoro. Et il est bien plus facile de s'engager à plusieurs reprises dans de brèves périodes d'études intenses que dans des séances qui semblent interminables. Et vos séances d'études vous apprennent à vous concentrer sur le processus, consacrer un certain temps dédié au travail, plutôt que sur l'objectif ou le résultat. À long terme, avoir mis en place un solide processus est bien plus important que n'importe quelle séance ou n'importe quel objectif unique. Le simple fait de penser à quelque chose que vous n'aimez pas ou que vous n'avez pas envie de faire active le cortex insulaire, ce qui conduit à une douleur au cerveau. Cette douleur diminue après environ 20 minutes de concentration sur une activité. 25 minutes est donc une durée idéale pour atteindre le mode apprentissage. La technique Pomodoro est très facilement adaptable. Si vous êtes totalement immergé dans ce que vous faites et souhaitez continuer au-delà des 25 minutes, pas de problème. La durée de la période de récompense est elle aussi flexible et peut dépasser 5 minutes si votre session Pomodoro a duré plus de 25 minutes. Quoi que vous choisissiez, n'oubliez pas qu'il est essentiel de vous accorder une pause mentale. Une analyse de données recueillies via une application d'enregistrement du temps a montré que les travailleurs d'extrêmement productifs étudiaient en moyenne 52 minutes avec une pause de 17 minutes. Lorsque ces superstars de l'apprentissage se concentraient, elles se concentraient vraiment, et quand elles faisaient une pause, elles faisaient vraiment une pause. Si vous n'avez rien d'autre à faire à la fin de votre session Pomodoro, tant mieux. Mais si vous avez encore du travail à accomplir, prenez une pause de 5 minutes, réglez un minuteur si besoin, puis commencez la prochaine session Pomodoro. Si vous effectuez une série de Pomodoro, faites une pause plus longue, entre 10 et 15 minutes, après la 3e ou la 4e session. Si vous utilisez la méthode Pomodoro pour étudier quelque chose de nouveau, il peut être très utile de regarder ailleurs pendant au moins quelques minutes durant la session et d'essayer de vous rappeler ce que vous venez d'apprendre. Comme vous le verrez au chapitre 3, le rappel, aussi appelé pratique de récupération, est l'une des techniques les plus efficaces pour mémoriser et comprendre de nouvelles informations. Évitez de passer vos pauses sur votre téléphone portable. Les recherches menées par les professeurs Sang-Hoon Kang et Terry Kurtzberg de la Rutgers Business School ont révélé que l'utilisation d'un téléphone portable pendant une pause ne permettait pas au cerveau de se recharger aussi efficacement qu'avec d'autres types de pauses. Ils avertissent, à l'heure où les gens sont de plus en plus accros à leur portable, il est important de prendre conscience des coûts associés à l'utilisation de cet appareil dès qu'ils ont une minute de libre. S'ils mettent cette activité au même niveau que n'importe quelle autre interaction ou pause, cette étude montre que le portable est plus éprouvant sur le plan cognitif que ce qu'on pourrait croire. Les téléphones portables sont aussi une distraction particulièrement importante si vous êtes en cours ou en formation en présentiel. Une étude a montré que les étudiants qui n'avaient pas utilisé leur téléphone portable avaient relevé 62% d'informations supplémentaires dans leurs notes, étaient capables de se souvenir d'informations plus précises provenant du cours, et avaient obtenu un score plus élevé dans un questionnaire à choix multiples que les étudiants qui avaient activement utilisé leur portable. Le simple fait de garder votre portable près de vous pendant que vous étudiez peut vous distraire. Votre cerveau continue de lui prêter attention s'il sait qu'il est à portée de main. Si vous vous sentez anxieux sans votre portable, sachez que les chercheurs ont découvert que vous vous porterez tout de même mieux s'il se trouve hors de votre portée. Laissez-le dans votre sac à dos, votre sacoche ou votre voiture, et vous verrez à quel point votre concentration s'en trouve améliorée. Attention au multitasking quand vous étudiez. Dès que vous portez votre attention sur une nouvelle tâche, vous activez des informations stockées dans votre cerveau liées à cette nouvelle tâche. Quand vous passez ensuite à une autre tâche, par exemple quand vous consultez vos emails ou vos SMS, vous activez un ensemble d'informations différents. Ceci laisse ce qu'on appelle un résidu d'attention, c'est-à-dire un reste d'attention lié à la tâche précédente, qui signifie que votre attention n'est pas totalement portée sur la nouvelle tâche. Les changements de tâches fréquents augmentent le risque de distraction, entraînent davantage d'erreurs, ralentissent le travail,
nuisent à l'écriture, diminuent l'apprentissage et causent des oublis. Autrement dit, c'est une calamité. Une étude menée par des chercheurs de l'Université du Michigan a révélé que la performance cognitive chutait de 30 à 40% quand les participants passaient d'une tâche à une autre au lieu de terminer une tâche avant de passer à la suivante. C'est là que réside la magie de la technique Pomodoro. Elle vous permet de vous concentrer sur une tâche sans interruption, évitant de vous entraîner vers le multitasking. Cependant, bien que les chercheurs insistent sur l'inconvénient du multitâche, celui-ci possède tout de même un avantage, à savoir qu'il est bon pour la créativité. Quand vous êtes focalisé sur une tâche, celle-ci peut vous absorber sur le plan cognitif, ce qui diminue votre capacité à prendre du recul et à voir les choses sous un autre angle. Il semblerait que l'alternance de tâches réduise la fixation cognitive. La question se pose alors de savoir à quelle fréquence il faut changer de tâche. La réponse n'est pas évidente car elle dépend fortement de la tâche en question et de la fréquence à laquelle vous devenez fixé sur le plan cognitif. Si, à un moment donné, vous ne cessez de passer d'une tâche à une autre au point que votre travail en souffre, nous vous recommandons d'utiliser la technique Pomodoro. Elle vous aidera à rester concentré sur votre tâche. Mais si vous progressez correctement dans votre séance d'études, malgré quelques coups d'œil furtifs à autre chose, notamment lorsque vous vous sentez un peu coincé face à votre résolution de problème ou votre rédaction, c'est que vous vous en sortez probablement très bien. Créez un environnement sans distraction. Jeter un coup d'œil à une distraction de temps à autre n'est pas dramatique, mais pour éviter d'être constamment détourné de votre tâche, vous devez étudier dans un endroit où les distractions sont éliminées ou limitées. Les spécialistes de l'apprentissage conseillent d'éviter les pièces où vos amis ou collègues se retrouvent pour discuter. Par exemple, les espaces communs d'une résidence universitaire ou la cafétéria de l'université ou de l'entreprise. Le risque d'interruption y est trop important. L'idéal est une bibliothèque silencieuse ou un endroit isolé. Si vous n'avez pas d'autre choix que de travailler dans un environnement bruyant, les bouchons d'oreilles, les écouteurs ou les casques réducteurs de bruit peuvent vous être très utiles. L'autre avantage des casques, c'est qu'ils envoient clairement aux autres le message « ne pas déranger ». Le casque peut être l'un des meilleurs accessoires pour vous aider à rester concentré. Nous vous conseillons le casque 31 dB Peltor symbole marque déposée. Quoique large, il assure une isolation phonique presque à toute épreuve, plutôt que les casques réducteurs de bruit plus fins. Les notifications qui apparaissent sur vos écrans d'ordinateur et de téléphone font partie des pires distractions possibles, notamment parce que certaines personnes finissent par les consulter de manière compulsive. Elles peuvent vous arracher à votre activité, même si vous n'êtes pas coincé sur le plan cognitif. Une étude a montré que les gens vérifiaient en moyenne leurs messages toutes les 35 secondes quand les applications de messagerie étaient laissées ouvertes sur leurs appareils. À l'inverse, les employés qui ont vu leur accès à des sites non essentiels bloqués pendant une semaine ont fait état d'une concentration plus profonde et d'une meilleure productivité. Faites un tour dans les paramètres de notification de vos appareils et désactivez les alertes sonores, visuelles et par vibration. Le mode « Ne pas déranger » peut également être utile. Utilisez la technique Pomodoro pour rester à distance d'Internet et d'autres distractions ou installer un bloqueur de site web. Ne vous dites pas que tout est plus difficile pour vous à l'ère des réseaux sociaux et de leurs nombreuses distractions. Même au milieu du XIXe siècle, on raconte que Victor Hugo, auteur des Misérables et de Notre-Dame de Paris, demandait à sa servante de l'enfermer nu dans son bureau avec du papier et un crayon pour le protéger des distractions. On pourrait croire que ces livres en auraient, par conséquent, été plus courts. Les distractions existeront toujours, à nous de trouver le meilleur moyen de les ignorer. Élaborez un plan de reprise du travail pour surmonter les interruptions inévitables. Si vous êtes interrompu par quelqu'un ou quelque chose qui ne peut être évité, prenez quelques secondes pour noter dans votre tête là où vous en êtes dans votre tâche en cours et comment vous la reprendrez. Par exemple, notez que vous étiez aux 3/4 de la page que vous lisiez, et c'est là que vous poserez votre regard dès que vous aurez fini de gérer l'interruption. Ce plan de reprise du travail diminue le résidu d'attention qui pourrait perturber la nouvelle tâche. Comment? En fournissant au cerveau la clôture qu'il recherche, même si cette clôture est temporaire. Le sentiment de complétude temporaire vous permet de vous investir pleinement dans la tâche interruptrice et de reprendre plus facilement la première tâche par la suite. 16. Faites régulièrement des pauses.
Nous avons déjà insisté sur l'importance non négligeable de la pause mentale dans la technique Pomodoro. Rester concentré trop longtemps ne permet pas à votre cerveau de transférer les nouvelles informations que vous apprenez dans la mémoire à long terme. Votre travail est donc moins efficace. En outre, certaines zones du cerveau peuvent se fatiguer si vous les sollicitez trop longtemps. Les chercheurs ne savent pas encore exactement pourquoi, mais ils supposent que de la même manière que l'exercice physique épuise les muscles, le travail du cerveau peut l'épuiser, c'est ce qu'on appelle la fatigue cognitive. Les pauses courtes, entre 5 et 10 minutes, assurant une relaxation mentale totale. Pas d'internet, pas d'envoi de messages, pas de lecture, rien du tout, sont les meilleures pour consolider ce que vous venez d'apprendre, car les nouvelles informations peuvent s'installer sans interférence. Ce qui signifie que faire une petite sieste ou ne rien faire du tout ne fait pas de vous quelqu'un de paresseux, mais quelqu'un d'efficace. Les pauses impliquant une activité physique, faire une balade, courir, ou même juste vous lever pour vous préparer un thé, sont toujours une bonne idée. Leur efficacité repose en partie sur le fait que vous ne pensez pas autant quand vous êtes en mouvement, mais aussi dans le fait que le mouvement et l'exercice soutiennent le processus d'apprentissage. Nous y reviendrons plus tard. Combien d'heures par jour devez-vous étudier à l'université? Si vous êtes étudiant à l'université, nous vous recommandons d'étudier entre 2 et 8 heures par jour de la semaine, en plus des cours, en fonction de votre ambition et de la rigueur de votre programme d'études. La référence absolue en matière de temps d'études est établie par les étudiants en médecine avec des notes de plus de 15/20. Au-delà des heures qu'ils passent en classe, les étudiants en médecine travaillent généralement 6 à 8 heures par jour en moyenne. Étudier plus de 8 heures par jour n'améliore pas les notes. Les étudiants en médecine avec des notes entre 12 et 15/20 travaillent en moyenne entre 3 et 5 heures par jour. L'étudiant moyen en ingénierie étudie environ 3 heures par jour, tandis que les étudiants moyens en sciences sociales et en commerce travaillent en moyenne 2 heures par jour. Barbara révisait ses cours d'ingénierie entre 6 et 8 heures par jour, même si elle avait une charge de cours un peu plus légère que la moyenne. Mais cela lui a permis d'obtenir des notes supérieures à 15/20. Musique et battements binauraux. La musique semble ralentir l'apprentissage pour la plupart des étudiants, en particulier en mathématiques. Vous avez peut-être l'impression de mieux étudier en musique et de pouvoir étudier plus longtemps. Mais c'est parce que quand vous écoutez de la musique, une partie de votre attention suit le morceau et vous ne travaillez pas aussi dur que possible. La musique peut également conduire au multitasking puisque vous alternez entre votre travail et votre playlist. Si vous obtenez de bonnes notes, vous êtes probablement capable d'étudier en musique. Mais si vos résultats ne sont pas à la hauteur de vos attentes, ou si vous avez du mal à progresser, nous vous conseillons d'éviter la musique. Certains indices laissent toutefois penser que les personnes souffrant de troubles de l'attention pourraient bénéficier du travail en musique. Il existe un phénomène associé à la musique appelé battements binauraux ou son binaural. Grâce au port d'un casque audio, des fréquences légèrement différentes peuvent être envoyées à l'oreille droite et à l'oreille gauche, par exemple 300 Hz et 320 Hz. Étonnamment, une personne entend non seulement les deux fréquences émises, mais aussi une troisième fréquence, la différence entre les deux premières. Dans cet exemple, la différence serait 20 Hz. C'est ce qu'on appelle la fréquence de battement. Les chercheurs ont découvert le battement binaural en étudiant comment le cerveau localisait les sons. Au début des années 1970, les gens ont commencé à s'intéresser aux modifications possibles des états de conscience lorsque les battements entraînent l'activité cérébrale vers la fréquence de battement. Les sons binauraux sont aujourd'hui principalement utilisés par des gens ordinaires qui téléchargent du contenu audio de diverses sources en ligne pour les aider à se concentrer, à mémoriser, à se détendre ou à méditer. Les battements pouvant émettre un son ennuyeux et monotone, ils sont souvent intégrés à de la musique ou du bruit rose. Vous pouvez essayer d'étudier avec des battements binauraux, mais sachez que les effets positifs observés, au moins dans les études de référence, sont modestes. Et en dépit des effets qu'elles prétendent avoir, les sources en ligne de battements binaural peuvent être d'une légitimité contestable. Certains travaux de recherche semblent indiquer que l'effet du son binaural sur la concentration pourrait être neutralisé par la musique dans laquelle il est intégré. Méditation et yoga. La méditation est parfois suggérée comme méthode permettant de renforcer sa concentration. Il existe globalement deux types de méditation, celle avec focalisation, comme la méditation avec mantra, et celle d'observation ouverte, comme la méditation de pleine conscience.
La méditation utilisant les mantras peut servir d'entraînement plus direct à la concentration, bien que ses effets se fassent généralement sentir au bout de quelques semaines ou mois de pratique. La méditation d'observation ouverte peut améliorer les fonctions cognitives de manière indirecte, en améliorant l'humeur. Il est difficile de tirer des conclusions définitives sur la méditation, car la plupart des études portant sur le sujet n'ont pas suivi de procédures scientifiques appropriées. D'autres recherches sont donc nécessaires. Quelques indices laissent à penser que le yoga pourrait avoir des effets positifs sur la cognition et améliorer les connexions du mode diffus. Plus d'informations sur le mode diffus au chapitre suivant. Mais les recherches sur les effets du yoga sont à un stade encore moins avancé que celles sur la méditation et ne nous permettent pas encore de tirer des conclusions solides. Dans ce chapitre, nous avons vu comment vous concentrer sur ce que vous apprenez. Mais la concentration ne suffit pas toujours. Que faire quand vous êtes bloqué? Poursuivez votre lecture pour le découvrir. Chapitre numéro 2. Comment surmonter les blocages. Un jour, le drone d'Olav a percuté la cime d'un grand arbre, où il est resté coincé. Il était trop emmêlé dans les branches feuillues pour se dégager, et beaucoup trop haut pour être attrapé à l'aide d'une échelle, ou même poussé en jetant une pierre. Escalader l'arbre n'était pas une option non plus. Le drone se trouvait entre les branches les plus fines. Olav se sentait aussi coincé que son drone. Que devait-il faire? Il a décidé de ne rien faire. Et cela lui a permis de récupérer le drone. Nous y reviendrons dans un instant. Quand on apprend, être coincé et se sentir frustré est tout à fait courant. Les pages blanches peuvent rendre incapable de concevoir une seule phrase quand on essaie de démarrer une dissertation, ou bien une nouvelle approche du codage peut poser une véritable colle. Nous avons mentionné précédemment quelques astuces pour vous aider à éviter les blocages cognitifs, par exemple en passant rapidement à une autre tâche ou en vous accordant de brèves pauses mentales. Mais en comprenant un peu le fonctionnement de votre cerveau, vous pouvez faire bien plus pour éviter la frustration et accélérer votre apprentissage. Les modes concentrés et diffus pour résoudre des problèmes, petits et grands. Le cerveau possède deux modes de pensée et d'apprentissage totalement différents. Le premier est le mode concentré. C'est celui abordé dans le premier chapitre. Comme son nom l'indique, vous êtes en mode concentré quand vous vous concentrez sur quelque chose. Par exemple, vous pouvez réfléchir intensément sur une explication d'un problème de physique, ou sur la mémorisation de nouveaux mots de vocabulaire. Le deuxième mode est le mode diffus. Il joue aussi un rôle important dans la réflexion et l'apprentissage. Quand vous êtes en mode diffus, des pensées traversent toujours votre esprit, mais vous n'êtes pas concentré sur une chose en particulier. Par exemple, vous êtes en mode diffus quand des pensées aléatoires vous viennent pendant que vous êtes sous la douche, dans un bus, en train de marcher, ou de vous endormir. Lorsque vous êtes dans ce mode, votre cerveau peut relier différentes pensées et idées d'une certaine manière, ce qu'il ne peut pas faire quand vous êtes en mode concentré. C'est la raison pour laquelle nous trouvons des idées ou des réflexions nouvelles et fraîches quand nous allons nous balader ou quand nous prenons une douche. Le processus d'apprentissage consiste en des va-et-vient entre le mode concentré, à gauche, et le mode diffus, à droite. Apprendre quelque chose de nouveau et difficile signifie alterner les modes concentrés et diffus. Le mode concentré est suffisant si vous apprenez quelque chose de relativement simple, peut-être en rapport avec des idées que vous maîtrisez déjà. Par exemple, vous êtes en mode concentré quand vous résolvez une addition simple telle que 14 plus 32. Mais qu'en est-il lorsque vous essayez d'apprendre quelque chose de nouveau et de plus difficile? Imaginons que vous essayez de comprendre le système de pompe du cœur ou le concept mathématique de la dérivée, ou d'apprendre une acrobatie physique comme un double kickflip sur un skateboard. Vous allez vous concentrer, encore et encore, de plus en plus intensément, et pourtant vous n'y arriverez toujours pas. Contre toute attente, vous offrir une pause, de quelques heures ou jusqu'au lendemain, peut être magique. C'est la magie du mode diffus. Quand vous vous concentrerez à nouveau sur le problème, vous aurez le déclic qui vous permettra de progresser là où vous étiez bloqué. Pour mieux comprendre la différence entre les modes concentrés et diffus, utilisons une métaphore. Imaginez votre cerveau comme un labyrinthe, dans lequel des concepts et procédures assimilés forment des chemins vers les différentes parties du labyrinthe. Quand vous êtes en mode concentré, vos pensées se déplacent le long de ces chemins préalablement établis. Vous pouvez voir certains de ces chemins dessinés dans le labyrinthe sur la page suivante. Quand vous vous concentrez sur un sujet connu, comme une multiplication, vous utilisez les chemins que vous avez déjà tracés dans une partie du labyrinthe.
Quand vous vous concentrez sur une autre tâche, comme la conjugaison d'un verbe dans une autre langue que vous avez apprise, vous utilisez un chemin que vous avez tracé dans une autre partie du labyrinthe. Mais si vous essayez de résoudre un problème totalement nouveau, pour lequel il n'existe aucun chemin prétracé, votre mode concentré peut rencontrer des difficultés puisqu'il ne dispose d'aucun itinéraire auquel se raccrocher. Alors, qu'est-ce que le mode diffus? Le mieux est d'imaginer le mode diffus comme un ensemble de petits drones capables de survoler rapidement les différentes parties du labyrinthe. En volant librement au-dessus du labyrinthe, ils peuvent facilement créer des liens entre les différentes régions du cerveau qui ne sont habituellement pas connectées entre elles. Vous utilisez le mode diffus dès que vous apprenez quelque chose de nouveau et difficile. Il vous permet de percer un nouveau chemin neuronal de capacité et de compréhension. Cette représentation du cerveau comme un labyrinthe illustre le fonctionnement de votre cerveau en mode concentré et en mode diffus. Vous êtes en mode concentré lorsque vous utilisez des chemins préexistants basés sur des sujets que vous connaissez déjà. La trajectoire de vol des petits drones planant au-dessus du labyrinthe correspond à votre mode diffus. Vous n'avez pas toujours conscience du mode diffus quand il est actif, mais vous en prenez conscience lorsque ce déclic, cette épiphanie, vous permet soudain de comprendre quelque chose qui vous posait problème. C'est le cas quand vous trouvez tout à coup la solution à un problème ardu d'analyse de données, quand vous réussissez à jouer un passage difficile à la guitare ou à visualiser une nouvelle approche marketing. Ce déclic correspond au moment où votre petit drone mental établit une nouvelle connexion pour vous. Ce qui semblait déroutant et incompréhensible jusque-là prend soudain tout son sens. Une fois que le mode diffus vous a permis d'assimiler une nouvelle connaissance, le mode concentré peut consolider et renforcer les nouvelles idées. C'est la raison pour laquelle l'apprentissage implique souvent un va-et-vient entre les modes concentrés et diffus. Vous vous concentrez. Autrement dit, vous travaillez intensément sur le contenu, jusqu'à être en difficulté. Vous faites ensuite une pause, et le mode diffus travaille en arrière-plan sur les idées. Vous reprenez ensuite votre concentration, et vous comprenez davantage. Ces allers-retours entre les deux modes se poursuivent à mesure que vous apprenez. Point important. Tant que vous vous concentrez sur un sujet en particulier, vous bloquez les activités de votre mode diffus sur ce sujet. Ce n'est que lorsque vous décrochez totalement de ce sujet que votre mode diffus peut se mettre à travailler dessus. Mais vous devez d'abord vous concentrer intensément sur votre problème pour que la magie du mode diffus opère ensuite. Comment passer en mode diffus? Pour passer en mode diffus sur un sujet, vous devez d'abord vous concentrer profondément sur le sujet en question pendant un certain temps ou jusqu'à vous retrouver bloqué, puis arrêter de vous concentrer dessus. Pour passer ensuite en mode diffus, l'idéal est de vous adonner à des activités relativement machinales comme vous brosser les dents, faire la vaisselle, repasser des vêtements ou, comme mentionné précédemment, aller vous balader, prendre une douche ou vous allonger un instant en fermant les yeux. Ce sont des activités qui, parfois, nécessitent un peu de concentration pour éviter de foncer droit dans le mur, par exemple, mais votre esprit doit pouvoir s'égarer comme bon lui semble. Quand votre attention fléchit, vous passez naturellement en mode diffus. La durée pendant laquelle vous pouvez rester dans ce mode varie. Quand vous clignez des yeux, par exemple, vous êtes momentanément en mode diffus. Malheureusement, c'est bien trop rapide pour permettre tout processus mental. Quand vous rêvassez pendant quelques minutes, vous êtes en mode diffus. Vous pouvez marcher pendant des heures en mode diffus. Un mode alterne avec l'autre naturellement tout au long de la journée. Comment mettre le mode diffus à profit? Commencez une dissertation difficile avant le dîner, de façon à laisser travailler votre mode diffus pendant que vous mangez. Planchez sur un problème épineux juste avant de faire une pause. Lisez des passages difficiles avant d'aller vous coucher, puis reprenez le lendemain. Retravaillez un problème particulièrement complexe ou important juste avant de prendre une douche. Révisez vos listes de vocabulaire avant d'aller faire des courses. Comme vous l'avez certainement compris, quitter le mode concentré pour passer au mode diffus n'est pas nécessairement une perte de temps. Quand il s'agit d'apprendre, le mode diffus est un outil stratégique. Utilisé intelligemment, votre mode diffus peut vous apporter des solutions inédites et des connaissances précieuses. Ce mode est fortement associé à la créativité. Étonnamment, vous pouvez être en mode concentré sur un sujet et en mode diffus sur un autre, ce qui nous amène à un autre outil d'apprentissage efficace, la technique Hard Start. La technique Hard Start pour les devoirs et les tests. La technique Hard Start tire profit de votre mode diffus lorsque vous faites des devoirs difficiles ou que vous répondez à des questions complexes lors d'un test. Cette technique est simple.
1. Lisez rapidement les problèmes du test ou du devoir à faire et marquez ceux qui vous semblent particulièrement compliqués. 2. Mettez-vous au travail en commençant par le problème le plus difficile. Vous vous retrouverez probablement coincé au bout de quelques minutes. 3. Dès que vous vous sentez coincé, passez à un problème plus facile. 4. Retournez au problème difficile plus tard, après en avoir résolu quelques autres plus faciles. Point important. Apprendre à quel moment vous déconnecter d'un problème, qu'il s'agisse d'un test ou d'un devoir à la maison, peut être aussi important que la persévérance. Les étudiants perdent souvent des points dans les tests parce qu'ils se retrouvent coincés et continuent de travailler en vain sur des problèmes difficiles, alors qu'ils auraient pu résoudre d'autres problèmes plus simples. Vous serez souvent étonné de constater les progrès que vous arrivez à faire quand vous revenez sur un problème difficile après avoir travaillé sur un problème plus facile ou plusieurs. Vous y parvenez car pendant que votre attention se portait sur les problèmes plus simples, votre mode diffus était libre de travailler en arrière-plan sur le problème complexe. De plus, quand vous démarrez un problème, vous avez peut-être tendance à rester bloqué sur votre approche, même si elle est mauvaise. Passer momentanément à une autre activité peut vous permettre de vous réinitialiser mentalement, ce qui vous permet d'aborder le problème sous un nouvel angle quand vous vous y attelez à nouveau. Si, au contraire, vous laissez les problèmes les plus difficiles pour la fin du test ou de la séance d'études, vous risquez d'être plus fatigué sur le plan mental et de ne pas pouvoir donner le meilleur de vous-même. Pire encore, si vous essayez de résoudre les problèmes les plus durs à la fin d'un test chronométré, vous n'aurez pas assez de temps pour laisser votre mode diffus procéder au traitement en arrière-plan. Mais attention, cette technique ne fonctionne que si vous avez révisé pour le devoir ou le test. Votre drone diffus a besoin d'éléments de connaissances préexistants pour pouvoir les relier entre eux. La technique Hard Start est aussi efficace pour les dissertations. Commencez par esquisser une structure ou un plan au brouillon, sans écrire réellement quoi que ce soit. Passez ensuite à d'autres questions. Revenez à votre dissertation après avoir laissé du temps au mode diffus pour traiter les informations. Utilisez le mode diffus pour écrire un premier jet. L'une des étapes les plus difficiles de la rédaction d'un rapport ou d'une dissertation est d'écrire une première ébauche. Nous avons du mal à le faire, car nous avons tendance à corriger chaque phrase immédiatement après l'avoir formulée. Vous rejetez parfois une phrase alors qu'elle est encore dans votre tête, avant même de l'avoir couchée sur le papier. Pinaillez ainsi avec votre travail. C'est comme si vous vous arrêtiez pour refaire vos lacets chaque fois que vous faisiez un pas. Vous n'arriverez pas à destination avant un moment. Le problème, c'est que vous mélangez le travail en mode concentré, les corrections, et le travail en mode diffus, l'écriture. Pour vous empêcher de le faire, couvrez ou éteignez votre écran d'ordinateur et commencez à écrire sans voir les mots apparaître sur celui-ci. Ou écrivez à la main sans regarder ce que vous avez écrit. Si cette technique peut paraître étrange au départ, vous prendrez rapidement le rythme de coucher des mots sur le papier sans les corriger. Cela vous permet d'avancer bien plus vite sur votre premier jet. Tout l'intérêt du brouillon, après tout, est de sortir quelque chose, même si la qualité ne vous convient pas à ce stade. Vous corrigerez plus tard. Divisez la rédaction entre les modes diffus, aucune correction autorisée, et concentré, correction autorisée, vous permettra d'écrire bien plus rapidement. Write or die. Write or die, écrire ou mourir, une application développée par le site Dr Wicked, vous permet de paramétrer le nombre de mots que vous voulez écrire par minute et possède plusieurs options énervantes, incluant des sons et des images, qui surgissent si vous êtes à la traîne par rapport à votre objectif. Il existe même un « mode kamikaze » dans lequel ce que vous écrivez s'efface si vous êtes trop lent. Contrairement à ce qu'on pourrait croire, cette application peut rendre l'écriture ludique. Installez-vous dans un café pour activer votre mode diffus. Quand votre session d'étude implique d'importants efforts de mémorisation, par exemple de vocabulaire ou de termes anatomiques, il peut être judicieux de travailler dans un environnement calme. Mais quand elle porte sur du contenu plus difficile sur le plan conceptuel, par exemple, sur des tendances historiques, sur la construction de ponts ou sur un concept analytique complexe, il peut être préférable d'étudier dans un environnement qui perturbe votre concentration de temps à autre et permet ainsi à votre mode diffus de s'enclencher. Cela vous aidera à porter un autre regard sur ces idées difficiles à saisir. Un café, avec le bourdonnement des conversations et le cliquetis occasionnel des tasses, fournit de nombreux déclencheurs pour le mode diffus. Il existe même des applications qui jouent les sons d'un café pour vous permettre de profiter de cette ambiance où que vous soyez. Comment Olav a réussi à récupérer son drone?
Alors, comment Olav a-t-il réussi à sortir son drone des branches? Il a arrêté de se concentrer sur les moyens pour y parvenir. Son mode diffus a ainsi pu se mettre au travail. Tout à coup, l'idée lui est venue d'attacher une ligne de pêche à une flèche. Il a ensuite décoché cette flèche en visant la branche au-dessus du drone. En tirant sur le fil pour secouer la branche où le drone était coincé, il a fini par le faire tomber. Dans ce chapitre, nous avons expliqué comment vous pouvez combiner concentration mentale et relaxation mentale pour résoudre des problèmes complexes plus facilement. Dans le chapitre suivant, nous nous intéresserons davantage au cerveau, afin de découvrir les meilleures techniques pour transférer les informations dans la mémoire à long terme. L'élaboration. Vous pouvez développer vos ensembles de liens en réfléchissant activement à ce que vous apprenez, ainsi qu'en en parlant ou en écrivant sur votre sujet. Vous pouvez utiliser une technique dite d'auto-explication ou d'élaboration. Elle consiste à essayer d'expliquer ce que vous apprenez en utilisant vos propres mots. Par exemple, quand vous travaillez sur des problèmes numériques, arrêtez-vous à chaque étape et posez-vous la question « Pourquoi est-ce que je réalise cette étape ?» Puis essayez de trouver une explication. Dans le cadre d'une expérience, des étudiants qui avaient expliqué les étapes qu'ils suivaient pour répondre à des questions de raisonnement logique ont ensuite obtenu un score de 90% lors d'un test ultérieur. Les étudiants qui n'avaient pas expliqué la construction de leurs étapes de raisonnement n'ont obtenu qu'un score de 23%. Quand vous étudiez de nouveaux concepts, essayez de les restituer comme si vous deviez les enseigner. Formulez vos explications différemment de celles que vous venez de lire. Essayez de simplifier, d'améliorer et de fournir des exemples. L'entrelacement. Une autre technique utile pour élargir vos ensembles de liens consiste à entrelacer vos séances d'études. L'entrelacement vous permet non seulement d'apprendre les concepts que vous étudiez, mais aussi de comprendre leurs différences. L'entrelacement consiste à alterner ou à mélanger différents concepts. C'est l'inverse du travail en bloc, où on se concentre sur un seul concept avant de passer au suivant. L'entrelacement vous entraîne à choisir le bon ensemble de liens. Imaginons par exemple que vous voulez apprendre les styles de 10 artistes différents. Vous pourriez vous asseoir et observer une dizaine de tableaux réalisés par le premier artiste. Puis observer une dizaine de tableaux peints par le deuxième artiste, et ainsi de suite. Mais s'il est tentant d'étudier chaque artiste l'un après l'autre, vous avez plutôt intérêt à entrelacer de manière aléatoire des œuvres de différents artistes. Regardez un Manet, par exemple, puis un Van Gogh, puis un Gauguin. Ce mode d'apprentissage peut sembler chaotique, mais il vous offre en réalité la possibilité d'observer les différences qui existent entre les styles, ce qui vous aide à développer bien plus rapidement vos compétences de reconnaissance des formes. Persévérez au-delà de la frustration initiale que vous pourriez ressentir, et vous verrez que vous apprenez bien plus vite. Ceci vaut aussi pour le sport. Autrefois, les entraîneurs exigeaient de leurs athlètes qu'ils travaillent leurs compétences en bloc. Au tennis, par exemple, les sportifs s'exerçaient au coup droit pendant un bloc de temps, puis au revers, puis à la volée. Mais les chercheurs ont démontré que si les joueurs entrelaçaient les différentes compétences pendant leur entraînement, en s'exerçant aléatoirement au coup droit, au revers et au volley, ils réalisaient de meilleures performances pendant les tournois. Après tout, pour exceller au tennis, il faut une capacité de reconnaissance des formes rapides, savoir quels gestes effectuer et comment alterner rapidement ces gestes. La découverte de l'entrelacement a révolutionné certains aspects du coaching. Malheureusement, rares sont les professeurs et les manuels qui recourent à l'entrelacement. Par exemple, quand vous étudiez les différentes distributions de probabilité en statistique, votre livre vous proposera peut-être un bloc de 10 problèmes de distribution binomiale à réaliser, puis 10 problèmes de distribution géométrique. Vous avez de quoi vous entraîner avec chaque distribution, mais pas de quoi choisir entre les deux types de distribution. C'est donc souvent à vous d'entrelacer les différents sujets et les techniques. Vous pouvez par exemple dresser votre propre liste de problèmes issus des différents chapitres que vous étudiez. Ou bien vous pouvez prendre des photos des problèmes, des œuvres, des techniques, ou autres dans chaque chapitre, et créer des cartes de mémorisation pour appréhender les problèmes et vérifier que vous maîtrisez la bonne technique pour les résoudre. Méfiez-vous de la procrastination. Vous pensez peut-être que procrastiner jusqu'au dernier moment avant une deadline crée un stress qui vous aidera à mieux vous concentrer et à apprendre plus efficacement. Certes, un tel stress peut vous aider à venir à bout de tâches simples, mais quand il est question d'apprendre, il peut causer de sérieux problèmes. Comme nous venons de le voir,
construire une solide architecture neuronale d'apprentissage nécessite plusieurs périodes d'études courtes chaque jour pendant plusieurs jours. Si vous procrastinez avec quelque chose que vous essayez d'apprendre, vous sapez votre capacité à faire des progrès. Laissez à votre cerveau le temps dont il a besoin pour assimiler un nouveau sujet. Souvenez-vous, la technique Pomodoro est extrêmement efficace. Le petit secret de l'apprentissage, l'exercice physique. Les chercheurs savent depuis longtemps que l'exercice physique nous aide à apprendre et à mémoriser. Ils ont récemment découvert une des raisons principales expliquant pourquoi l'activité physique est si utile. Elle produit dans le cerveau une substance chimique appelée BDNF, Brain Derived Neurotrophic Factor ou facteur neurotrophique dérivé du cerveau. Le BDNF est une protéine qui favorise l'apparition d'épines dendritiques sur les neurones. Plus il y a d'épines disponibles, plus les connexions neuronales se font facilement. Une séance unique d'exercice physique peut augmenter le taux de BDNF, mais l'exercice régulier booste encore plus ce taux. Il n'existe à l'heure actuelle aucune indication concernant la quantité exacte de sport qu'il faudrait faire pour en tirer des bienfaits cognitifs, même si les chercheurs savent que les étudiants physiquement actifs sont également plus performants sur le plan académique. Une étude a montré que l'entraînement fractionné de haute intensité réalisé pendant 20 minutes, 3 fois par semaine, pendant 6 semaines, améliorait de 10% la mémoire chez les étudiants universitaires. Une méta-analyse a révélé qu'une seule séance d'exercice physique de 20 minutes pouvait entraîner des améliorations immédiates du traitement de l'information, de l'attention et des fonctions exécutives. Si la tâche cognitive est effectuée juste après l'activité physique, cette étude a démontré qu'il était préférable d'opter pour une séance de sport légère à modérée. Mais s'il y a une pause entre les deux, l'entraînement de haute intensité peut également être approprié. L'exercice physique favorise la production d'une substance appelée BDNF dans le cerveau. Quand on saupoudre du BDNF sur un neurone, des épines dendritiques apparaissent, comme illustré ci-dessus à droite. Le BDNF est une sorte d'engrais pour épines. Aux États-Unis, les directives sur l'exercice physique recommandent au moins 30 minutes d'activité physique d'intensité modérée 5 jours par semaine, soit un total d'au moins 150 minutes. Tout ce qui fait battre votre cœur plus vite que d'habitude compte comme activité physique modérée. Par ailleurs, les activités de renforcement musculaire sollicitant tous les grands groupes musculaires devraient être réalisées sur au moins 2 jours. Les deux types d'exercices augmentent le taux de BDNF et entraînent une multitude d'autres changements physiologiques qui peuvent soutenir l'apprentissage. Pour ceux qui n'ont qu'un accès limité à une salle de sport ou à l'extérieur et qui n'ont pas beaucoup de temps, quelques séances de sport très courtes mais intenses pendant la journée peuvent également être bénéfiques pour la forme physique, et donc potentiellement pour la cognition. Une étude a montré qu'un échauffement comprenant quelques jumping jacks, squats et fentes, suivi d'une montée de 60 marches, 3 volées d'escalier, aussi vite que possible, 3 fois par jour, augmentait la forme aérobique de 5%. Notez en passant que la musique peut rendre toute séance de sport difficile plus agréable. Aliments et compléments pour renforcer les capacités cognitives. Il existe une tendance naturelle qui nous pousse à vouloir essayer le dernier complément nutritionnel à la mode, même si aucune étude scientifique ne confirme ses effets. Par exemple, le ginseng et le ginkgo biloba se sont révélés être des compléments inefficaces pour booster la cognition. Mais il y a quelques substances et pratiques qui, comme les recherches l'ont démontré, ont un effet léger, mais positif sur l'apprentissage. Et la caféine, café, thé, guarana, agit au bout de 10 ou 15 minutes pour renforcer votre attention. La demi-vie de la caféine, c'est-à-dire le temps qu'il faut pour que la moitié de ce que vous avez ingéré quitte votre corps, est d'environ 5 heures. Vous pouvez donc vous attendre à un petit coup de fouet pendant cette durée, et même après, bien que le métabolisme de chacun soit différent. La caféine a toutefois un inconvénient. Si vous en prenez trop à l'approche du coucher, elle vous empêchera de dormir, ce qui nuit en fin de compte à l'apprentissage. Les glucides tels que ceux contenus dans un donut ou un morceau de sucre dans votre café peuvent également améliorer légèrement la cognition au bout de 15 minutes après absorption. Ils fournissent en effet du glucose, un carburant utilisé par le cerveau. Mais attention, si vous en mangez trop, les glucides vous endormiront. En règle générale, trop manger désengage les voies de signalisation utilisées dans la cognition. Le jeûne intermittent avec 2 jours par semaine limité à environ 500 calories par jour peut également être efficace pour améliorer la cognition. Les flavonoïdes tels que le cacao, le thé vert et la poudre de curry, la curcumine,
peuvent améliorer la structure moléculaire responsable de l'apprentissage et de la mémoire. Mais il faut parfois attendre jusqu'à 6 mois avant d'en percevoir les effets. Il est intéressant de noter que la caféine et les glucides travaillent en synergie pour un impact plus puissant sur la cognition que chaque substance prise seule. De la même manière, une alimentation saine associée à de l'exercice physique renforce la cognition, davantage que s'ils ne sont pas combinés. Incluez dans votre régime des légumes de la famille de l'oignon et du chou, quelques noix, du chocolat noir à faible teneur en sucre et des fruits frais de différentes couleurs. Pour prendre soin de votre santé sur le long terme, mieux vaut éviter tous les aliments transformés. Adieu le dos nu avant un examen. Médicaments et stimulation électrique ou magnétique pour renforcer les capacités cognitives. Un domaine de recherche prometteur s'intéresse à l'utilisation de médicaments permettant au cerveau de retrouver la plasticité neuronale qui rendait l'apprentissage si simple quand nous étions jeunes. Certains médicaments peuvent, semble-t-il, réinitialiser le cerveau de manière à le rendre temporairement plus plastique. Mais la recherche dans ce domaine en est encore à la phase préliminaire et elle ne saurait à ce jour être mise en pratique chez soi. Si certains étudiants pensent que les stimulants cognitifs de synthèse tels que les amphétamines et le modafinil peuvent être utiles, ils sont en réalité bien souvent moins efficaces que ce qu'ils croient et s'accompagnent bien entendu d'effets secondaires et d'importants risques d'addiction. La stimulation cérébrale électrique ou magnétique non invasive 33 faites maison peut sembler utile et sans danger, si l'on en croit les entreprises qui vendent ces produits. Mais en vérité, les bénéfices cognitifs, s'ils existent, de ces appareils sont si faibles, et le processus d'installation si chronophage, que même les neuroscientifiques ne les utilisent pas. Leur sécurité soulève par ailleurs d'importantes questions. Les gens qui les essaient ne s'en servent généralement qu'à quelques reprises avant d'y renoncer. Surprise! L'apprentissage a vraiment lieu pendant que vous dormez. L'apprentissage consiste à relier des épines dendritiques à des axones adjacents pour former de nouvelles connexions neuronales dans la mémoire à long terme. Mais curieusement, bien qu'une épine commence à germer quand vous commencez à apprendre, elle ne se connecte réellement à un axone que lorsque vous dormez. De la même manière que les muscles se développent quand vous êtes au repos. C'est la raison pour laquelle il est important de vous octroyer 8 heures de sommeil après une grosse journée d'études. C'est également la raison pour laquelle il est si important d'espacer vos séances d'apprentissage. Réviser 10 heures en une seule journée est bien moins efficace que 10 heures d'apprentissage réparties sur 10 jours. Pourquoi ? Parce que cette accumulation permet de créer des connexions initiales, mais pas de les transférer dans la mémoire à long terme, où elles peuvent être consolidées. Résultat, ces connexions faibles sont rapidement oubliées. Cela ressemble beaucoup à la pratique sportive. Vous n'entendrez jamais aucun coach annoncer « On va s'entraîner 10 heures aujourd'hui et on se retrouvera le week-end prochain pour le tournoi ». Le sommeil est important pour une autre raison. Pendant la journée, votre cerveau qui travaille dur produit des métabolites, des substances toxiques. Ceux-ci s'accumulent tout au long de la journée, mais ne peuvent pas être évacués car les cellules de votre cerveau font barrage et bloquent le passage du fluide. Mais lorsque vous dormez, vos cellules rétrécissent et c'est à ce moment-là que le nettoyage a lieu. Les toxines sont évacuées, ce qui rafraîchit votre cerveau et le prépare à de nouveaux apprentissages. Espacement idéal. La règle d'or de l'espacement est d'attendre d'avoir presque oublié quelque chose avant de vous replonger dans le même sujet. Ceci explique aussi pourquoi les siestes semblent favoriser l'apprentissage. Une étude portant sur des étudiants singapouriens a découvert que s'ils faisaient une sieste d'1h30 pendant la journée, tout en dormant 1h30 de moins la nuit, ils retenaient davantage et apprenaient mieux pendant leur séance de travail de l'après-midi. Les chercheurs spécialistes du sommeil recommandent de dormir 8 heures par nuit, incluant le temps nécessaire pour s'endormir, alors essayez de vous y tenir. Il existe un gène rare et spécial du sommeil court, dont les porteurs ont tendance à dormir seulement 4 à 6 heures par nuit. Il y a de fortes chances que vous ne possédiez pas ce gène, surtout si vous vous sentez fatigué quand vous ne dormez pas assez. Comment s'endormir plus facilement? Pendant la Seconde Guerre mondiale, les pilotes souffrant de stress ont appris des techniques leur permettant de s'endormir en 2 minutes. Voici quelques astuces pour vous aider à en faire de même. Premièrement, quand vous êtes en phase de décompression à l'approche du coucher, passez quelques minutes à rédiger une liste de choses à faire pour le lendemain. Cela vous permettra de vous vider la tête. Évitez par ailleurs la lumière des téléphones portables, ordinateurs ou écrans de télévision avant de vous coucher en enclenchant le mode nuit dans les paramètres de vos appareils. S'il y a une source de lumière dans la pièce dans laquelle vous dormez,
Un masque de nuit peut être étonnamment utile. Si possible, réglez la température de votre chambre sur environ 18 degrés Celsius. N'oubliez pas de laisser votre téléphone portable dans une autre pièce. Souvenez-vous que l'exercice physique pendant la journée, pas juste avant de vous coucher, vous aidera à vous détendre et à dormir la nuit. De solides données scientifiques indiquent également que les couvertures lestées peuvent vous aider à mieux dormir. Enfin, une fois que vous êtes dans votre lit, suivez les étapes suivantes. Commencez par penser au mot « calme ». Ce mot deviendra votre méthode pour déclencher votre capacité à vous détendre. Fermez les yeux et détendez consciemment tous vos muscles. Commencez par le front, qui est souvent tendu sans qu'on s'en aperçoive. Les nombreux muscles autour des yeux peuvent aussi être tendus. Détendez-les. Respirez profondément et régulièrement. Laissez votre mâchoire, ainsi que votre langue et vos lèvres, se relâcher totalement. Essayez de respirer par le nez, en gardant votre bouche fermée si possible. Plus vous respirez par le nez, plus vous trouverez facile de respirer par le nez. Autrement dit, faites-le ou vous n'en serez plus capable. 44. Inspirez profondément en gonflant la partie inférieure de la cage thoracique pendant 4 secondes, en comptant lentement jusqu'à 4. Retenez l'air pendant 4 secondes, puis expirez pendant 6 secondes, afin de vider totalement vos poumons. Enfin, retenez votre respiration pendant 2 secondes à vide. Recommencez depuis le début. Ce type de respiration permet d'équilibrer les niveaux d'oxygène et de dioxyde de carbone dans votre corps et vous aide à vous détendre plus profondément. Et vos épaules sont souvent tendues. Relâchez-les. Laissez votre poitrine s'affaisser et devenir aussi molle qu'une méduse. Dites à chaque muscle du bras, supérieur et inférieur, à gauche puis à droite, de se détendre. Puis faites de même avec les muscles des cuisses et des mollets, d'abord à gauche, puis à droite. Sentez la relaxation s'installer. Une fois que vous avez détendu vos muscles, essayez de porter votre attention sur un objet mental. Par exemple, un nuage immobile dans le ciel. Ne vous imaginez pas en mouvement. Cela vous réveillera. Autre possibilité, visualisez un écran vierge et laissez votre imagination le peupler avec les images qui vous viennent à l'esprit. Chassez vos peurs et inquiétudes, effacez-les de votre esprit. Certains dormeurs efficaces suivent une règle qui leur interdit de réfléchir entre 22 heures, ou quelle que soit l'heure à laquelle vous vous couchez, et 5h30, puisque, de toute manière, ils ne peuvent pas résoudre des problèmes existentiels avant 5h30. Si vous vous réveillez avec des inquiétudes et qu'il n'est pas encore l'heure de vous lever, rappelez-vous que vous n'avez pas le droit d'y réfléchir pour le moment et activez votre « buzzer » pour effacer vos pensées. Avec la pratique, n'oubliez pas l'importance de la pratique dans le processus d'apprentissage. Vous devriez être capable d'utiliser ces astuces pour vous endormir rapidement et rester endormi. Si vous vous réveillez en pleine nuit, ne commencez pas à cogiter. Reprenez simplement votre routine de relaxation.